Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, envoie ton histoire sur le numéro WhatsApp, plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La page c'est DMG TV et on va bientôt aussi poster quelques histoires, des extraits, des hors-séries, les 15h, 18h, ça va dépendre. Donc restez toujours connectés à la page YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner à la page TikTok DMG TV pour voir les lives de mercredi et les vendredis à 20h00. Sur Facebook, on poste des histoires aléatoires. Donc, il peut arriver qu'on poste sur Facebook ce qu'on n'a pas posté sur YouTube. Donc, connectez-vous à toutes les pages. Merci pour la force. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Et merci à tous ceux dans le live chat là, tous ceux qui sont toujours connectés à l'heure pour donner la force au projet. Merci, ça nous fait plaisir. Ok, aujourd'hui on va écouter 10 histoires mystiques. Je vais vous demander d'écouter attentivement. Merci de me signaler en commentaire quelle histoire vous a marqué, quelle ressemble à une histoire que vous avez écoutée ou vous l'avez écoutée. Si vous pouvez confirmer aussi en commentaire s'il y a des histoires que vous connaissez vraiment. Confirmez en commentaire. Première histoire. Coucou, bonsoir DMG. Je suis une Gabonaise, je réside à Libreville. Je vous écoute tous les jours. Depuis que je vous ai découvert, c'est une collègue à moi qui m'a parlé de votre émission. Parce qu'un jour, je vais toujours raconter des histoires sur ma vie. Et elle m'a dit que toi, vraiment, tu ferais mieux d'envoyer tes histoires à DMG TV. Et je lui ai dit que DMG TV c'est quoi? Et elle m'a dit de frapper juste la page. J'ai tapé sur YouTube et je vous ai découvert. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé parce que il y a des histoires qui sont similaires aux miennes. Et depuis ce jour, ça fait peut-être 2 mois de cela, j'écoute non-stop quoi. Je suis quittée de la première histoire. J'écoute tellement qu'aujourd'hui je suis à la 129e histoire. J'ai une histoire que je veux raconter. C'est il y a quelques années, après mon diplôme universitaire, je louais une chambre quelque part à Kembo et je vivais avec une de mes cousines. Et à l'époque, il y avait beaucoup de Congolais qui étaient entrés au Gabon. Il y avait la guerre au Congo, donc beaucoup de Congolais sont rentrés au Gabon. Et donc ma cousine, sa maman était congolaise. Donc il y a la nièce à sa maman qui est venue au Gabon. Et quand elle arrivait, elle ne savait pas où aller. Elle est venue nous retrouver là où nous on louait. Donc je louais une chambre de 20 000 francs avec ma cousine. On l'a accueillie chez nous. La go, quand elle arrive, c'est une go, elle n'est pas aussi particulière que ça. Elle n'est pas jolie. Elle n'a pas une forme elle n'avait pas un physique vraiment attirant ou bandant. Elle était vraiment une fille vraiment ordinaire, une fille de tous les jours. Donc, quand on est arrivé, ma cousine et moi, on avait nos petits business, tout ça. Après l'université, on n'avait pas de boulot. Donc, on se débrouillait tant bien que mal. On allait à la plage, on vendait les canettes de jus, on vendait nos crêpes de bar en bar. On se faisait un peu notre argent. Et la fin du mois, on payait notre chambre, on mangeait. En tout cas, on n'avait rien à envier. Donc, quand la go arrive et tout, ma cousine, elle a trouvé un petit business au bar en face de la maison où on louait. Parce que c'était une maison. À l'intérieur, le monsieur a décidé de faire louer les chambres de la maison. Donc, on avait un salon commun et nous, on louait notre chambre à nous. Donc, la fille, elle était là, on l'a hébergée. Donc ma cousine, elle gérait le bar. Mais moi, comme les bars, je suis quelqu'un, j'aime bien l'église, tout ça. Donc pour moi, gérer le bar, pour moi,
par rapport à ma foi, j'ai trouvé ça souvent dégradant. Donc, j'ai toujours refusé de faire ce genre de petit boulot. Donc, moi, je préfère me taper mes crêpes, mes madeleines, aller prendre mes palettes de jus et mes packs de jus. Et puis après, je me balade à la plage, le long de la plage pour vendre tout ce que j'avais à faire. Je faisais un peu de l'alimentation de rue, quoi. La go, quand elle arrive et tout, on est là ensemble, on l'accueille bien, bien, bien. Et puis après, on a remarqué un truc. Moi, j'ai remarqué un truc. Parce que je suis quelqu'un, en fait, je pourrais dire, pas de mystique, mais j'ai un truc en moi qui, en fait, quand j'arrive à un milieu, quand je rencontre une personne, quand la personne a un truc bizarre, c'est vraiment un truc qui sort du mystique, je le ressens sans que je ne le... Sans que je... En fait, je sais pas, c'est naturel. Je le ressens. Je le ressens. La gauche, d'abord, j'ai fait remarquer à ma soeur que ta soeur, là, depuis qu'elle est arrivée, le matin, on se lève et tout. Elle ne se lavait jamais le matin. Elle avait 1 heure à elle quand elle se lève pour prendre sa douche. Elle prenait sa douche tous les 17 heures. Donc, 17 heures, elle se lave, elle se pomponne, elle se maquille, elle se parfume. Elle s'habille, après elle sort. Là encore, ça ne me regarde pas. Les blancs, eux, ils ne se lavent pas tous les jours. C'est 1 fois par jour. Là encore, ça ne m'interpellait pas. Mais ce qui était bizarre, c'est que moi, je partais souvent le matin. J'allais à la plage, je vendais mes trucs. Après, je rentrais avec mes recettes. J'allais trouver ma soeur au bar. Elle me donnait sa participation pour l'alimentation parce qu'elle et moi, on faisait ça. Je finis de vendre, je la retrouve au bar. Je donne ma ration, elle donne sa ration pour qu'on fasse quelque chose de correct et de cool. Comme elle est en train de gérer le bar, c'est moi qui vais. Après ma vente, je vais au marché, je prends de quoi manger. Et puis comme on n'avait pas le congélateur, donc on se nourrissait journalièrement. Donc je vais au marché, je prends ce qu'il y a à manger. Elle et moi, on s'accorde sur le menu. J'achète ce que j'achète. Et puis après, je viens, je commence à faire la cuisine et tout ça. Quand je finis, comme elle arrêtait le bar parfois à minuit, 1 heure du matin, comme c'est un quartier chaud, ça dépendait des heures à les clients partaient. Donc quand j'ai fini de préparer, je viens la rejoindre au maquis. Et là, on mange ensemble, on est là au bar, elle a ses pourboires, elle m'offre le jus. En tout cas, c'était comme ça notre vie en fait. Notre vie, moi je cherchais le travail, elle aussi elle se cherchait et tout. Donc, c'était comme ça. Mais la fille, là, quand elle venait au bar, il y avait un truc que j'avais remarqué. Tous les hommes du bar s'intéressaient à elle. Je dis bien tous les hommes. Même les hommes qui venaient avec les copines ne s'intéressaient qu'à elle. Tous les gars étaient sur elle. Tous les gars voulaient d'elle. C'est comme ça, un jour, je dors la nuit. Je fais un songe. Vraiment un songe bizarre, un songe qui paraissait réel. En fait, ça dit un songe où je me suis seulement assoupie et mes yeux se sont ouverts et j'ai vu la fille entrer. Elle a fouillé son sac, elle a caché une bouteille dans sa petite valise. Je me suis effrayée, j'ai dit pourquoi j'ai vu ça. Donc le matin, avant d'aller à la plage, j'ai raconté cela à ma cousine, ma petite soeur, parce que ma cousine en question, c'est une de mes petites soeurs de 2 ans. J'ai raconté, j'ai dit, ah, regarde. Comme elle croit à mes rêves, elle croit à mes visions. C'est comme ça qu'elle dit, non, la grande, va, quand tu rentres, on va faire un truc. Donc, quand je suis partie, quand je suis rentrée vers les 14 h et tout, parce que j'avais liquidé tout mon stock, vers les 14 h, je suis venue au bar. C'est comme ça que ma cousine, elle a dit à sa patronne qu'on a un problème qu'on doit régler. Or, quand on parle à la fille, c'était déjà pomponné qu'elle sorte. On l'a laissé sortir. Elle est sortie. C'est comme ça que derrière Manon, nous, on décide de fouiller le petit sac que j'ai vu en vision. On a fouillé. On a trouvé une bouteille. Une bouteille de l'eau de Cologne appelée Bien-être.
À l'intérieur, il y avait des cafards morts. C'est-à-dire que le cafard, les pieds regardaient le ciel, le haut de la bouteille. Les cafards étaient morts. Donc, ils étaient retournés. Il y avait des feuilles à l'intérieur. Il y avait des choses à l'intérieur. C'est comme ça que nous, comme on était des petites curieuses et tout, des petites emmerdeuses et tout, c'est comme ça j'ai décidé d'ouvrir en fait. J'ai ouvert et j'ai prié parce que moi, je suis quelqu'un, quand je parle, quand je dis quelque chose avec le nom de Dieu, ça se réalise. J'ai brisé. J'ai dit, je ne sais pas ce que les cafards morts là font dans la bouteille là. Mais je brise le pouvoir qu'il y a dans cette bouteille. Je ne sais pas ce qui a été fait. Mais je brise. Nous sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes pas les enfants du diable. On ne garde pas les fétiches au lieu où nous on dort. J'ai brisé avec ma cousine et on a prié. Après, on a pris la bouteille là. On allait renverser dans les toilettes. On a tiré la chasse. On a rincé la bouteille, on l'a remplacée avec de l'eau. Elle est venue, elle est rentrée, tranquille. Mais non, le lendemain, c'est-à-dire que le lendemain matin maintenant, vers 17h, on est rentré tôt pour voir ce qu'elle allait faire. Elle a seulement crié, « Ah, vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Pourquoi vous avez fait ça ?» Tout de suite, elle a su que c'était nous. Vous m'avez tué. On a dit, non, on t'a tué comment? Faut nous dire, le truc là, c'est quoi? Comment tu viens, tu as les fétiches avec toi. On t'accueille chez nous, tu ne nous dis même pas ce que tu as. Tu viens comme ça avec les choses bizarres. C'est comme ça que la fille nous dit non, quand elle a quitté le Congo, sa grand-mère l'a fait le fétiche là, pour que quand elle rentre au Gabon, les hommes s'intéressent à elle, qu'elle soit à l'abri du besoin, et que comme ça, quand elle couche avec un homme, l'homme lui donne tout. Effectivement, c'est vrai, DMG. Cette fille-là, quand elle sortait, elle rentrait avec beaucoup d'argent. Les hommes voulaient être avec elle. Elle recevait toujours des enveloppes. Elle avait toujours tout. Mais depuis qu'on a découvert son secret, elle est tombée au balango. Aucun homme ne la regardait. Elle est redevenue bizarre. Et ma cousine, on a décidé de la mettre dehors. On a dit non, tu n'es pas une fille bien. Tu pouvais même nous faire du mal. Utiliser nos chances pour nous faire du mal. Il faut sortir. Va chercher ailleurs. Tu as d'autres parents ici au Gabon. Va te chercher. C'est comme ça que la fille est partie. Elle est partie. Après, aujourd'hui, elle est devenue vraiment n'importe quoi. On ne sait plus où elle est, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas ce qu'elle fait. Mais vraiment, on l'a vraiment mis à la porte. C'était ça mon histoire. Et merci, j'ai encore d'autres histoires. Je reviendrai encore vers vous et publier d'autres histoires. Merci encore, DMG. Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup pour l'histoire. Waouh. Vous empêchez les gens avec les fétiches. Hein? Si ce que tu sais que tu veux faire tes potions magiques, va faire ça chez toi. Hey, tu viens pas chez moi avec les fétiches là. Moi, je découvre ça. Je vais pas seulement te prendre ça comme ça. On boule d'abord tout. Et puis, on va te photo au quartier. Et oui, il n'y aura pas le truc de police là. On va te photo au quartier. Oui. Comment? Quand tu viens chez quelqu'un, tu viens avec les fétiches. Tu crois quoi? Dis-moi ce que vous pensez en commentaire. Au Gabon, c'est la magie. Hein. La manière dont les Gabonais racontent des histoires, ça captive. Hein. Merci beaucoup à tous les Gabonais abonnés à la page, à tous les Congolais, je ne sais pas m'en sortir, à tous les Africains abonnés à la page. Sinon, on va venir dire, tu as oublié le comment, hein? Tu as oublié les manières, tu as oublié... Hey, pardon, je ne m'en sortirai pas. Donc, on va passer à la deuxième histoire. Je vais vous laisser d'abord liker la vidéo, partager, commenter et dites ce que vous pensez en commentaire. Et j'ai dit, s'il vous plaît, je ne suis pas double SIM, s'il vous plaît. Évitez de m'envoyer les messages un genre, je vais bloquer, je vais vous exposer. Je donne encore un dernier avertissement parce que ça devient de trop. Je vais bloquer beaucoup de personnes maintenant. Et je vais aussi vous signaler et vous afficher. Parce que je pense qu'il faut arriver à ce niveau-là pour que certains comprennent. On passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir. Et j'aimerais vraiment conter une histoire à moi. Bref, j'ai 25 ans et je suis un jeune entrepreneur. Je fais dans l'audiovisuel. L'histoire que je vais raconter, je vais donner plus de détails puisque les personnes concernées ne sont plus en vie en fait. Donc, ce qui va faire en sorte que peu importe. Et moi, je n'ai pas peur qu'on m'identifie parce que je ne vois pas en quoi ça va déranger.
J'ai créé une entreprise tout juste après mon diplôme d'ingénieur, parce que je suis ingénieur en génie civil et j'ai totalement viré pour faire dans l'audiovisuel, les services d'audiovisuel tels que photographie et autres en fait. Et j'ai loué le bureau, c'était pas facile, mais j'ai pu, par la grâce de Dieu, j'ai loué le bureau à Douala et à Yaoundé. Et moi, principalement, je reste à Yaoundé. Là, il y a de cela 2 ans, oui, j'avais fait la rencontre. Il y avait une cliente, une jeune fille Bamoun. Elle avait maximum 24 ans. Son père était juge de restriction à Bonandion. La jeune femme m'avait contacté via WhatsApp, en fait. Et elle m'avait envoyé un message un soir. Elle m'a dit que j'ai eu votre numéro par l'intermédiaire d'une amie. Elle ne m'avait pas donné le nom d'une amie. Et vous voyez un peu comment on fait dans le showbiz, en fait. Quand un client t'écrit, tu ne peux pas lui demander que, bon, j'ai appelé mon numéro chez qui, parce qu'on sait que mes numéros sont sur les réseaux sociaux, c'est partout, en fait. Donc, je n'ai pas pris la peine de lui demander que, par quel ami exactement. La jeune fille en question, elle faisait dans les prêt-à-porter. Elle avait une petite entreprise qui confectionnait les vêtements de marque, bon, de sa marque en fait. Et moi, en tant que photographe, j'étais chargé de filmer ces mannequins. J'ai travaillé avec la fille là pendant près de, je peux dire, c'était moyennement 4 mois. Et c'était vraiment une cliente VIP à moi. Ça veut dire que, vu que j'étais dans les débuts, je n'avais pas trop de clients et j'avais les clients qui ne payaient pas trop. Parce que moi aussi, j'apprenais pour dire que je n'ai pas appris ce métier à l'école. Donc, je l'ai appris, je suis un autodidacte sur ce côté, vu que je suis un ingénieur en génie civil qui n'a rien à voir avec la photographie. Du coup, la femme venait, parce que mes bureaux sont à Lopom, et la femme venait de temps en temps à Lopom. Jusqu'au point où je te dis que DMG, elle était plus qu'une cliente à moi. Ça veut dire qu'elle venait chez moi à tout moment. Il y avait 2 fois même, elle avait une grosse Prado. Je partais chez elle, je filmais chez mannequin chez elle. À Bonhomme Sadi, elle venait chez moi. C'était déjà que même si elle est de passage, elle s'arrête pour me dire qu'elle est là. Et chaque fois qu'elle venait chuter, elle apportait toujours des trucs que bon. Moi, j'étais là. J'étais un jeune, je voyais que bon, voilà peut-être la vie qui me sourit comme ça, voilà un client. Les séances shooting photo, à l'époque là, je les faisais à 10 000 francs. Et imaginez qu'elle me payait 25 000 francs par séance shooting photo. Vous voyez ces gens de clients qu'on est dans le début, qu'on a besoin de l'argent. On ne peut pas laisser ce client. C'est comme ça que j'ai travaillé avec la femme près de 4 mois. Il y avait donc un soir, elle me dit qu'elle a envie d'organiser un défilé de mode à Bonhomme Sadji pour présenter ses vêtements qu'elle a déjà confectionnés. Maintenant, on avait parlé, je lui ai demandé 300 000 francs pour couvrir son défilé en photo et vidéo. Et maintenant, c'est comme ça que, bon, une semaine après, elle me dit que, bon, son père a décidé d'être son sponsor officiel et qui va aussi se charger de faire sa campagne. C'est comme ça que DMG, on quitte d'une seule personne, on se retrouve à 10 participants déjà. À 10 participants, excusez-moi un peu, on s'est retrouvé à 15, ainsi de suite. Vers la fin, on s'est retrouvé à 21 participants. DMG, je n'arrivais pas à croire. Bon, maintenant, il y avait un problème. C'est que moi, en tant que jeune, j'avais peur de l'argent à cette époque-là. J'avais vraiment un peu peur de l'argent. Je me suis dit que bon, au départ, c'était 300 000 pour elle seule. Et maintenant, comme il y a 21 participants, je vais même baisser ça par 2. Divisé par 2, j'aurais dit 150 000 francs par personne. Parce que moi, je savais que même avec 100 000 par personne, vu le nombre, je vais couvrir tout ça et je vais couvrir toujours mon bénéfice. Même si j'ai mon bénéfice de 500 000 francs, ça va beaucoup me relancer. C'est là où la jeune femme me fait comprendre que non. Que la majorité des gens qui participent, en fait, sont des gens qui sont déjà connus et nombreux vivent déjà à l'étranger, en France, partout en fait. Et ils ont déjà beaucoup d'argent. DMG, au moment là, je n'avais pas encore les papiers de l'entreprise. Je faisais encore un peu dans le jonglage, comme on peut dire. Mais à ce moment-là, vu qu'il y avait déjà plusieurs participants, il y avait déjà les entreprises qui étaient connues, il a fallu que je fasse des papiers. Là, comme on dit sur au Cameroun. C'est là où j'ai confirmé la vitesse du pays également. Parce que je me suis procuré des documents, et les faux et les vrais. Parce qu'il fallait les documents là, pour qu'on puisse me valider. Parce que d'après, il y avait aussi, parmi ces participants, il y avait d'autres qui avaient déjà leur photographe. Mais moi, j'avais l'avantage parce que, au fait, moi,
je venais chez elle. Donc, et c'était elle qui était l'organisatrice en fait. Donc j'avais tout, j'avais les 90% par rapport aux autres. C'est comme ça que chaque réunion, on m'appelait, je parlais dans les réunions, on me demandait de présenter comment je vais, en fait, le plan, comment je vais couvrir l'événement en fait, comment ça va se passer, l'équipe que j'ai mis sur place, le nombre de personnes, en fait, le délai de livraison. C'est comme ça, y compris les papiers de mon entreprise. DMG, comme je te dis, la fille là, m'a convaincu que je devais mettre à 350 000 francs par personne. Et ça devait donner 8 millions et poussière. Maintenant, je lui ai dit que, étant très naïf quand j'étais, c'est ce que je crois que je constatais après que j'étais très naïf, en fait. Je lui ai dit que bon, vu donc que c'est toi qui t'es chargé de tout, sur les 8 millions, je vais te donner 2 millions. 5 millions, moi, je vais me charger de couvrir. Et non seulement ça, toi, tu ne vas pas payer, tu ne payes pas tes services. Vous savez que je constate plutôt que je maintiens qu'on est à 20 personnes, 20 participants en fait. C'est comme ça, elle me dit non, elle a besoin de me lancer. Elle a vu que je suis un jeune très ambitieux, j'ai l'étoile et je connais vraiment et elle veut vraiment qu'on travaille à la longue puisque ce contrat peut après ce défilé, et parce que le défilé devait en fait se dérouler un mois après. Après ce défilé, on va signer un contrat. Bon, je vais commencer à travailler maintenant ensemble et je serai payé par mois. Bon, moi, elle m'a fait vendre le rêve. Bon, moi, je voyais que vu que j'avais travaillé avec elle plus de 4 mois, je me souciais de rien. C'est comme ça qu'elle me dit qu'elle ne veut pas, elle veut me lancer. Et comme moi, je voyais donc que c'était une femme qui avait de l'argent, quand j'arrivais chez elle, l'abonnement, ça dit, elles étaient gardées par des militaires. Il y avait des grosses voitures garées partout. Je te dis que chaque fois que je partais là-bas, et ils étaient pas si nombreux. Ils étaient dans une famille de 4 personnes, 3 garçons et elle était la seule fille, en fait. L'unique fille. Et son grand frère était déjà grand, elle était aux États-Unis. Et les derniers, les autres petits frères étaient les plus petits. Donc, ils étaient dans le tranche d'âge de 12 ans. L'autre avait 12, l'autre avait peut-être 10 ans comme ça. Ils étaient encore petits. Je partais chez eux à tout moment, comme je vous dis. C'est comme ça, DMG. Comme je vous dis, quand Dieu ne veut pas quelque chose, tout était calé. Les 8 millions, tout tard, bon, patassé avec tout ce qu'il fallait faire, les démarches et tout. Jusqu'au point où on avait fixé une date, une première date quand je devais recevoir la première somme d'argent. Je ne sais pas par comment, mais elle est venue me dire le soir là que bon, tous les participants n'ont pas encore fait les dépôts. Du coup, ils ont renvoyé ça pour la semaine prochaine. La réunion devait avoir lieu à la veille et le lendemain, je devais aller recevoir de l'argent. DMG, pendant cette période-là, ma mère était gravement malade. Comme elle est toujours malade, mais au moment là, ça ne l'est pas vraiment. Elle était à l'hôpital, ça n'allait pas, on ne voyait rien. Jusqu'à on lui a conseillé qu'elle parte un peu se faire soigner à l'indigène. C'est comme ça qu'elle part maintenant chez un marabout. Bon. Et comme les mamans en Afrique, quand elles partent souvent, elles essaient de voir que, bon, essayer aussi de regarder mes enfants, et de le nom de ses enfants. Regardez aussi sur mes enfants, ce qu'ils ne voient pas. C'est là où le tradipraticien lui fait comprendre que et je vois un de tes garçons, un de tes fils, l'aîné. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il ne vient pas, si je ne le soigne pas avant la fin de cette semaine, il sera trop tard. Il faut à tout prix qu'il vienne. Le DMG, quand ma mère est rentrée, elle est venue me dire ça. Moi, je ne voulais pas. Imaginez-vous, un jeune qui n'a même pas encore, au moment où je n'avais pas encore gagné un contrat de 101 millions cash. Mais je me dis déjà un contrat de 8 millions et que je devais signer la semaine prochaine. Et je devais signer, ce n'était plus la semaine prochaine, c'était déjà à moins de 4 jours comme ça. Vous voyez un peu. Ce qui fait en sorte que je n'ai pas cru. Moi, je ne crois. En fait, je suis une personne qui ne croit pas trop. Je ne suis pas trop croyant. Je ne pars pas à l'église et je ne sais non plus le diable en fait. Donc, je ne pars non plus sur les tradipraticiens. Je prie mon Dieu, je prie ma petite Bible, mon Nouveau Testament. Je prie, mais je ne pars pas à l'église. Je ne fréquente pas les pasteurs, les prêtres. Je ne fréquente rien. Et je ne fréquente non plus le côté tradipraticien. Mon frère, c'est comme ça que ma mère me faisait que marceler à tout moment qu'il faut que je parte là-bas. Je ne sais pas, mais à la veille DMG. Un jour avant, je suis parti là-bas chez le parti praticien. Il m'a fait manger certaines choses et il m'a fait comprendre que, comme je suis là, comme ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas encore voir ça, mais il me donne une semaine, je vais voir les réactions. DMG, tout était calé. On avait réservé la salle. On avait tout fait. L'événement devait avoir lieu 2 semaines après. Quand je suis rentré, le lendemain, je suis arrivé sur la ville de Douala. Je devais signer le contrat le lendemain, parce que je suis arrivé dans la nuit, peut-être vers les 20h. Et je devais signer le contrat le lendemain
à 10 heures. La voiture de son chauffeur devait venir me prendre pour qu'on parte signer le contrat et qu'on me fasse le premier versement sur mon compte. C'est comme ça que dans la nuit à minuit, la fille m'envoie le message que son père est mort. À minuit 00, comme je vous envoie, comme je vous dis, que son papa est mort. Et DM, je vous dis que depuis ce jour-là, je voyais que sur les statuts de la fille, comme elle était musulmane, c'est une fille Bamou, je lui ai même proposé que je devais aller l'accompagner. Elle ne voulait plus me voir. La fille qui venait tous les jours chez moi, je peux te dire que tous les jours, elle venait chez moi, elle garait sa grosse voiture. Tout le monde, jusqu'au point, les gens croyaient même que c'était une copine à moi, puisqu'elle était aussi une jeune petite fille comme moi. Je vous dis que la fille là, je suis devenu amer à ses yeux. Elle ne voulait plus entendre parler de moi. Elle ne voulait plus rien. Juste pour chaque fois que je lui disais que, mais à propos de la cérémonie, ça va se passer comment? La petite fille m'a bloqué. Elle m'a dit que je ne dois plus jamais lui parler de cela. Mais c'est là où je n'ai pas compris. Je me suis dit que ça, c'est quoi ça? Un truc je devais signer le contrat le lendemain, la personne meurt aujourd'hui. Si c'était vraiment réel, c'est que les clients, tous les participants avaient déjà débloqué l'argent. La salle était déjà réservée. J'avais vu la salle, j'étais même à la salle. Tout était déjà, on avait déjà réservé tous les autres prestataires. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour-là, et comme vous dites aussi que la petite fille là est morte le 31 décembre 2021. Comment j'ai su qu'elle est morte? C'est que, comme j'avais les contacts de ces mannequins, j'avais vu un de ces mannequins qui avait mis le 31 décembre, le 1er décembre, il avait posté sa photo sur son statut WhatsApp et avait mis Rest in Peace. Je lui ai demandé que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte, mais que non, elle est morte cette nuit. Elle n'a pas vu le 1er janvier 2022. Vous voyez que c'est comme ça que j'ai vraiment été sauvé, si je peux dire. Mais moi, je voulais donner un conseil pour les jeunes entrepreneurs. Depuis ce jour-là, je me méfie vraiment. J'ai tellement d'histoires à raconter que j'ai déjà vécu. Parce que ça fait 3 ans que je fais dans ce métier. Et comme je fais dans le showbiz, je ne vous mens pas que j'ai des clients qui m'ont vraiment... ils ont vraiment tout fait pour m'envoyer au-delà, comme on dit. C'est depuis ce jour-là, je me méfie vraiment quand un client m'apporte un contrat qui est un peu au-delà, qui est un contrat qui est dans les millions. Parce que je ne vous mens pas. Le monde du showbiz, ça ne blague pas. Ici, et quand on est jeune entrepreneur, les gens qui viennent sous forme de clients là, parfois ils veulent souvent nous bluffer pour pouvoir nous traîner dans des histoires. Parce que la fille là, si je signais ce contrat, c'est que je ne serais plus en vie aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que depuis que j'ai connu votre chaîne, je vous suis tout le temps. Toutes les vidéos que vous postez, je partage. En fait, j'ai tellement d'histoires. Peut-être que j'aurai aussi la chance de vous raconter plus d'autres histoires. Mais pour aujourd'hui, c'est d'abord ce que je voulais vous dire. Et merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire, frère. Donc voilà, laissez vos impressions en commentaire. Et peut-être on voulait seulement garder l'argent qu'il signe pour pouvoir le vendre gentiment. Peut-être c'était lui qu'on devait filmer à son enterrement. Après, ce n'est qu'une impression. Hein. On passe à la 3e histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMJ. Ça fait un certain moment que je te suis et les histoires qui sont racontées sont tellement édifiantes. Et ça m'aide davantage à être prudente face aux personnes que je ne connais pas. Bon, ce matin, je vais vous raconter mon histoire à moi, histoire vécue. Oui, quand j'étais plus jeune, à l'époque, déjà je me prénomme Genista. Je suis au Cameroun. Déjà, quand j'étais plus jeune, quand j'étais chez mon père, parce que mes parents sont séparés, à l'âge, je pense, de 15 ans, j'ai commencé à voir des choses bizarres. Je ne voyais pas, mais quand je dormais, je sentais que quelqu'un m'attache. Je ne parvenais pas à bouger, je ne parvenais à rien faire. Bon, c'est un truc que j'ai négligé. Mais ça m'arrivait, ça me faisait un jar, mais j'ai laissé. Quelque temps après, je suis allée vivre avec ma maman. C'est de là, les choses ont vraiment empiré parce que quand je dormais, je sentais la présence de quelqu'un d'autre. Parfois, la personne m'appuyait, la personne m'attachait, je ne parvenais pas à parler. Parfois, c'était les couches de nuit. À un certain moment, j'avais déjà souffert. Quand j'en ai parlé à ma maman, elle m'a amené chez un traitant. Lui, je suis allée là-bas, ça n'a rien donné. Après, j'ai commencé à avoir un mal de ventre bizarre.
Quand j'ai eu mal au ventre, j'avais constamment mal au ventre. Ma mère m'a amené chez un autre traitant. Le traitant a fait ce qu'il a fait. Il a dit ce qu'il a dit. Mais après, ça ne donnait toujours pas. Parfois, lorsque je me couchais en journée comme ça là, si je me couche en journée comme ça là, dès que le sommeil me prend un peu, on vient m'attacher. Je ne peux pas bouger. Parfois, sans les couches de nuit, je ne peux rien faire. Un jour, je suis partie me coucher. Il était peut-être midi, aux environs peut-être de midi 13h. Je crois que c'était pendant les vacances. Lorsque je me couche, je sens comment, quand le sommeil veut me prendre, je sens déjà comment quelqu'un vient m'attacher. Et quand j'ouvre les yeux à travers la fenêtre, je vois quelqu'un. Je reconnais le visage de la personne. La personne était nue, noire et me regardait méchamment. Quand j'ai pu me lever, j'aime pas trop considérer. J'étais encore petite. Et parfois, quand je restais comme ça, j'entends, on m'appelle et je sors. En journée, je ne vois personne. Quand c'était déjà un peu grave, puisque l'autre traitant n'avait pas pu m'aider, je suis allée, à l'époque où j'étais catholique, je suis allée à l'église catholique. J'ai vu le prêtre, j'ai expliqué mon problème. Il m'a dit, bon, ce que tu as fait, viens avec le sel et 5 litres d'eau. Je suis arrivée, il a pris le sel, il l'a mis dans l'eau. Il a dit, le sel, tu verses autour de la maison et l'eau, tu bois. Vous croyez que ça a changé quelque chose? Ça n'a rien changé. J'étais toujours dans les mêmes souffrances. Et quand je dormais, je rêvais toujours que je suis devenue folle. Et j'avais parfois des hallucinations. Je reste parfois comme ça, je suis en train de causer avec des gens. J'ai l'impression que j'ai été dans une vie passée et que je causais comme ça avec des gens dans le passé. Je ne sais même pas. J'avais des choses bizarres qui m'arrivaient. Tellement j'avais déjà vu ma maman dépenser que quand je souffrais même, je lui disais plus rien. Et j'oubliais le jour où je suis partie chez le deuxième traitant. Je reviens la nuit, je veux dormir, j'ai peur. J'appelle ma mère viens dormir avec moi. Elle vient se coucher sur mon lit, nous dormons. La personne revient. La personne dit que tu crois que je ne connais pas là où tu étais. Je connais là où tu étais. La personne m'a tapé. L'esprit là m'a tapé. Et ma mère était là. Ma mère ne comprenait rien. Elle était endormie. Je gémissais. Je gémissais. Et parfois, quand je voulais saigner comme ça, le bas-ventre me fait mal. Ma souffrance était tellement énorme, je ne parlais plus à ma mère. Parce que je ne voulais plus qu'elle dépense. Ma souffrance était énorme, je gardais seulement. Je ne pouvais pas passer une bonne nuit. Parce que dans la nuit, les esprits vont me tourmenter. Quand je dors, je sens qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Pourtant, je suis sur mon lit seul. Les couches de nuit, parfois on me tourmente. On m'appuie, on veut m'asphyxier. La souffrance était énorme. J'ai mon voisin qui me donnait, qui est chrétien, il me donnait la parole de Dieu. Je ne m'intéressais pas. Un jour, tellement j'avais souffert, j'ai pris le courage. Je lui ai expliqué, en fait, voici mon problème. Je lui ai juste expliqué un petit pan. Il m'a dit que ce sont les esprits qui me suivent. Et que tant que je n'abandonne pas la vie que je mène, Dieu ne peut pas me venir au secours. Quand je me suis engagée, puisque tous les recours, j'avais eu recours à plusieurs voies, ça ne m'a pas aidé. J'ai donc dit que, ok, je m'en vais chercher mon Créateur. Quand je suis arrivée à l'église, on me dit la parole de Dieu dit, interdit ceci, on me montre dans la Bible, bibliquement, on me prouvait. Quand j'ai commencé à laisser, la parole de Dieu n'aime pas l'ivrognerie. Quand j'ai commencé à laisser la vie des boîtes de nuit que j'aimais, j'aimais bien les fêtes, j'ai commencé à laisser la fornication, les petites amies. Si tu veux être avec un homme qui soit ton mari, s'il n'est pas ton mari, vraiment la vie là, Dieu n'aime pas ça. La vie de fornication que tu avais déjà aujourd'hui, ça finit après, tu avais pour non. J'ai laissé cette vie-là. Je suis partie, j'ai assaini mes relations. J'ai dit non. Désormais, voici la nouvelle vie que je mène. Mais c'était pas facile. Quand j'ai commencé à partir à l'église, ça c'était une autre. Quand j'ai commencé à partir donc à l'église, quand j'ai saisi l'évangile, j'ai commencé à pratiquer cette parole. Je vous dis vrai.
cet esprit forcé. Parfois, je rêve, je vois comment on me suit avec la machette. La personne me dit, sors dans l'église. L'église dans laquelle tu es entré là, tu vas sortir. Je réponds aussi que je ne sors pas. J'étais toute petite, je ne pouvais pas avoir l'idée qu'il fallait que je condamne la personne au nom de Jésus. Je dis, je ne sors pas, la personne me suit avec la machette, je fuis, j'entre en bas des voitures. C'était toujours comme ça. Quand j'ai commencé à m'enraciner, au fur et à mesure, l'esprit là insistait. Parfois, je dormais comme ça. Là, il y avait des jours où je dormais bien. Parfois, où je dormais, l'esprit là revenait. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ta parole dit ceci. J'ai abandonné ici. J'ai abandonné cela. Pourquoi l'esprit s'y insiste dans ma vie? Je vous dis vrai, Dieu est un Dieu de justice. Quand vous faites ce qui est bien, ce que la parole de Dieu recommande, si vous demeurez dans la souffrance, parlez à Dieu dans la justice. J'ai dit à Dieu, j'ai abandonné ceci, j'ai abandonné ceci. Pourquoi l'esprit s'y me suit toujours? Je vous dis, j'étais partie à une soirée d'édification. La même nuit quand je suis rentrée. Quand je suis rentrée la même nuit là, j'ai fait un songe comment l'esprit là est revenu. Mais quand l'esprit là est revenu, il a eu une surprise. Il ne s'attendait pas à ce que je riposte. Quand elle est revenue dans le songe, les habits avec lesquels je m'étais couchée, je me suis levée dans le songe. Sur ma table, parce qu'il y avait ma table d'études, j'ai vu un couteau, j'ai pris le couteau. Quand j'ai pris le couteau, j'ai poignardé cet esprit-là. Quand je l'ai poignardé, c'est ce jour-là que j'ai compris que les esprits, les sorciers ils n'ont rien dans leur ventre. Un liquide noir a commencé à couler. Comme je l'ai poignardé là. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, il est parti. Jusqu'aujourd'hui. Quand je me couche aujourd'hui là, je dors, je suis en paix. Je n'ai pas eu besoin de prières de délivrance. Je n'ai pas eu besoin de séances de prière. Non. La parole de Dieu est vraie. Si tu pratiques la parole de Dieu va t'aider. La parole de Dieu que tu pratiques là va chasser les mauvais esprits. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Et lorsque vous demeurez dans le péché, les mauvais esprits vont vous suivre. Quel qu'en soit ce que vous faites, vous pouvez avoir la paix ici, mais vous n'avez pas la paix ailleurs. Je vous dis. Tellement j'avais souffert. Un jour, je suis partie à l'église. C'était à une rencontre. Il y avait un culte d'ensemble. Je suis rentrée. Je sens que je suis mouillée. Je dis, mais mes morceaux sont déjà passés. Pourquoi je suis mouillée? Quand je regarde, je vois un liquide jaunâtre. Jaune. Je regarde, je dis, je sais, Dieu m'a délivré de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. C'est quelque temps après que je me rends compte que les règles douloureuses que j'ai faites sont finies. C'est comme ça que Dieu m'a délivré de cet esprit. Ces esprits méchants qui venaient me chercher, me tourmenter. J'étais leur esclave sexuelle. C'est comme ça que Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré des règles douloureuses. C'est comme ça. Après même dans ça, j'ai même commencé à avoir mal aux yeux. J'avais mal aux yeux. Je suis même partie à l'hôpital, moi presque il avait. Mais quand je suis arrivée, je donnais véritablement la vie au Seigneur. Tout ça est parti. Le mal Dieu est fini. Aujourd'hui, je vois ça en vert. Les règles douloureuses sont finies. Les esprits qui m'attaquaient sont partis. Je dors en paix. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai le plus fort. J'ai Jésus qui défend ma cause. J'ai Jésus qui défend ma cause. Et je vous dis, la personne qui me dérangeait, qui me faisait tout ça, je voyais le visage de la personne, mais je ne pouvais pas imaginer que cette personne, parce qu'elle me disait toujours que, même les sorciers prennent souvent le visage d'une autre personne que vous connaissez. Bon, ça peut pas être la personne. Ça fait quelques années seulement que j'ai su en réalité que la personne que j'avais toujours vue, c'était elle. Grande a été ma déception. Grande a été ma déception parce que quand j'ai regardé, j'ai vu le lien que j'ai avec la personne. J'ai dit vraiment, le monde ici est méchant. Le monde est méchant. La personne m'avait vu comme son agneau de sacrifice. Mais comme Jésus est venu m'arracher, comme la Bible dit, un tisson arraché du feu, il ne peut plus. Mais vous croyez que la personne a laissé? La personne ne laisse pas. La personne m'attaque parfois spirituellement. Quand la personne m'attaque spirituellement, même dans les songes, j'ai toujours la victoire parce que je condamne la personne au nom de Jésus. Et j'ai toujours la victoire. Et j'ai compris que la personne surveille ma vie. Elle n'a pas le contrôle. Elle n'a plus le contrôle comme avant. Mais elle regarde, si je faiblis spirituellement ou si je dis, Dieu, je suis fatiguée, la personne parviendra à m'atteindre.
Donc, quand les esprits, quand on parvient à avoir la victoire sur un esprit, ça ne veut pas dire que l'esprit est parti. C'est là à côté, ça vous surveille. Si vous tentez de revenir dans une mauvaise vie, si vous êtes converti, comme dit la parole de Dieu, quand un esprit sort, il part dans les lieux arides, ne trouvant pas la paix. Il dit que je rentrerai dans ma maison. S'il revient trouver cette maison balayée ornée, il part chercher encore cet autre esprit, plus méchant que lui. Et il revient. Et la condition de cette dernière personne est plus pire que la première. Comme pour dire que lorsqu'on se convertit, on abandonne la mauvaise vie. Si vous avez déjà la paix, vraiment, restez. Saisissez le Seigneur. Parce que lui seul peut vous donner la paix et la sécurité. J'ai dit, j'ai marché chez les marabouts, je n'ai rien eu. On m'a dit, je n'ai rien eu comme solution. Mais seul Jésus m'a donné la solution. Et je vous ai dit, on n'a pas prié pour moi. On n'a pas prié, dit que les prières de délivrance. C'est en pratiquant la parole de Dieu que l'esprit est parti. En pratiquant, en mettant en pratique la parole de Dieu que j'ai eu la délivrance totale. La délivrance entière. Même les maux qui me menaient, les maladies sont partis. Aujourd'hui, je suis en paix. Et je rends vraiment gloire à Dieu. Comme pour vous dire, quand vous avez une souffrance, ne partez pas à gauche et à droite. Rentrez vers votre Créateur. Cherchez-le sincèrement et il vous viendra au secours. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Donc, on passe à la 4e histoire. Je vous laisse dire ce que vous pensez en commentaire. Allô, bonjour DMG. Ben, je vous écoute beaucoup de fois, mais j'ai décidé à travers tout ce que j'entends et faire un témoignage de quelque chose de mystérieux qui s'est passé dans ma famille. J'ai ma petite sœur qui me fréquente. Et moi, pendant mes voyages, elle vient rester auprès de mes enfants. À ma grande surprise, elle allait chez les marabouts, aller prendre 2 œufs. Elle a pris un œuf où elle attachait avec le fil noir et l'autre œuf elle attachait avec le fil rouge, avec les écritures, des traits sur chaque œuf. Elle allait déposer quelque part dans ma chambre. Ben, il y a longtemps, ces choses mystiques étaient déposées, nous on ne savait pas. Dès que moi j'ai voyagé pour l'Arabie Saoudite, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Les enfants ont découvert ce qu'elle avait déposé dans la chambre. Donc, ils ont appelé tout le monde. Ma belle-mère est venue, mon mari était là. Et ils ont demandé qui a fait ça. On n'a pas trouvé quelqu'un qui a fait ça. Donc, elle maintenant, à son tour, elle propose à ce que mon fils urine dans une boîte pour qu'on puisse verser sur le médicament. Et quand ça a été fait, les parents ont l'habitude de dire ça. Et quand ça a été fait, ils ont pris le médicament et ils sont allés jeter. En temps, elle était en complicité avec ça, une autre de mes petites sœurs. Donc, il a fallu qu'elle soit en histoire pour que l'autre petite sœur puisse me dire ce que ma petite sœur avait fait, qu'elle était allée chez les marabouts. Voilà ce qu'on lui a donné. Elle est venue déposer dans ma maison, rien que pour atteindre ma vie. Moi, je ne lui ai pas demandé, je ne lui ai rien dit. J'ai préféré le laisser. J'ai dit, bon, si vous n'étiez pas en histoire, est-ce que tu allais me dire? Comme vous êtes en histoire, et toi-même maintenant, elle t'attaque en sorcellerie, maintenant que tu as le courage de m'informer. Donc, moi, je n'ai pas considéré ça. Maintenant que mon fils qui a pissé sur le médicament a grandi, il a eu le sexe qui ne fonctionne pas. Maintenant que mon fils a grandi, il commence à avoir des faiblesses sexuelles. Son sexe ne fonctionne plus. On ne sait pas trop pourquoi c'est comme ça. Et c'est comme ça. En temps, moi, ils m'ont dit que voilà, ils ont pissé, ils ont mis sur le médicament parce que le médicament, tellement l'œuf avait duré, les asticots ont commencé, tu voyais les asticots dans l'œuf là, ça a commencé à bouillonner comme si c'était
quelque chose qu'ils avaient mis. Vous voyez, quand les asticots sont nombreux, la façon dont les gars se manifestent là, c'est comme ça les asticots là, étaient dans les yeux là. Et mon fils a pissé et puis ils ont donné. Combien d'années après? 20 ans passés après. C'est cette année 2023 là. Au cours d'une causerie, ma fille m'a dit que c'est mon fils qui avait uriné, que ma petite soeur avait demandé que mon fils urine dans un pot pour qu'on puisse verser sur ce médicament-là. Et ça a été fait. Aujourd'hui, voilà ce que l'effet a eu raison sur mon fils aujourd'hui qui ne fonctionne pas par le sexe. Maintenant, la même petite encore, étant chez moi un jour, elle est partie en famille. Et moi, j'étais là, je me suis réveillée à 3h du matin, j'ai dit je vais prier. Et puis voilà ce qui arrive. Je sors, j'allume la lumière et l'ampoule se casse, se brise comme si quelqu'un avait tapé dessus. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est? C'est là, je n'ai rien dit. Mais tellement j'avais confiance en Dieu, je croyais en Dieu, je ne me suis pas dérangée. Je leur ai dit vous êtes vaincus. Et puis j'ai continué, je suis allé prendre mon ablution pour venir m'asseoir pour prier. Et un jour comme ça, la même vient me dire que voilà, elle allait consulter chez les gens. Voilà ce qu'on lui a dit, que les sorciers ont jeté un œuf. Quand moi j'ai allumé la lumière, les sorciers ont jeté un œuf. L'œuf est venu casser l'ampoule. Donc pour vous dire que il faut faire attention, ne pas faire confiance aux parents. C'est vrai, c'est bien, vous êtes de la même mère, du même père. Ce sont tes soeurs, mais il faut faire très attention. Et secondo, les Africains ont pour l'habitude de dire que quand vous voyez les choses mystiques, il faut pisser pour mettre dessus. Je mets tous les parents en garde de ne pas le faire, car c'est quelque chose qui est dangereux. C'est pas sur toutes ces choses mystiques, on peut mettre les urines et puis ça va pas aboutir. Tu prends le malheur pour uriner. Tes urines, ton cesse que tu as pris pour uriner, là, tu peux avoir des problèmes. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et s'il y a des gens qui peuvent aider mon fils à s'en sortir, je vous prie tous de vouloir m'aider. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. La mère a passé un conseil là, c'est pas surtout les fétiches qu'on pisse. Hein? C'est pas tout qu'on détruit avec l'urine. C'est son expérience à elle, elle a vécu la chose. Donc c'est elle qui témoigne. Si tu as les doutes, chaque fois qu'on te dit il y a un fétiche au quartier, va et pisse. Si rien ne se passe, après la 10e tentative, voilà. Allez faire, tu dis que c'est moi qui t'ai envoyé. Hein. Et parle pour ceux qui ont les doutes. Hein? Moi, je ne peux pas témoigner, je ne peux pas dire que c'est vrai, c'est faux. On a écouté ensemble. Mais ceux qui veulent prouver que c'est faux, allez faire et puis venez nous dire aussi si c'est vrai ou c'est faux. On passe à la 5e histoire. On ne juge pas ici, comme on dit toujours. Ici, c'est pas une plateforme de jugement, c'est pas le tribunal. C'est une plateforme où on sensibilise. S'il vous plaît, laissez des likes, encouragez le mouvement. Je sais qu'il y a plusieurs qui oublient parfois de liker, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils oublient, et même d'autres parce qu'ils ne savent pas comment on like. Si tu écoutes dans le live chat, tu vas cliquer sur le petit X qui est là, tu vas voir le petit pouce, tu cliques dessus, après tu pourras revenir sur l'autre live chat en cliquant sur live chat, et voilà. Donc, s'il vous plaît, laissez des likes, toujours encourager ce qu'on fait. 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. J'ai découvert votre émission, ça fait environ 4 mois. Et maintenant, je suis devenue une fan et je vous suis chaque on peut dire livre, chaque direct sur YouTube. Donc, je vous avais découvert sur TikTok. Là, maintenant, je me suis abonnée encore. Je vous ai cherché votre émission encore sur YouTube. Et je le suis tous les jours, chaque 12 heures. Même si je ne le suis pas à 12 heures. Après, même si je n'ai pas le temps, après, je vais mettre tout sur. Vraiment, ça édifie. Et merci à tous ceux qui racontent leur histoire. Bon, mon histoire, c'est quelque chose qui m'est arrivé moi-même. Juste pour sensibiliser, parce qu'il y a certains détails que l'on néglige, pourtant ça peut nous amener loin et même à la mort. Bon, je suis camerounaise, je préfère taire le nom de la ville.
Je suis hôtelière. Là, c'est quand j'étais encore en stage. Il y avait un monsieur, il y avait un chauffeur en tout cas, un chauffeur. Chaque fois qu'il venait à l'hôtel, bon là, moi je ne connaissais pas, moi je ne le voyais pas, mais c'est lui qui me voyait toujours. C'est lui qui me voyait toujours et j'étais partie dans cet hôtel pour faire un stage. Chaque fois le monsieur, c'est lui qui me voyait, mais moi je ne le voyais jamais. Un jour il s'est rapproché. Il s'est rapproché de mon encadreur pour demander mon numéro et tout. Bon, mon encadreur, comme il est bien, il donne de bons conseils. Lui, il n'envoie pas les filles dans les erreurs et tout et tout. Il a refusé. Mais après, il m'avait fait part de ça. Il m'avait dit que telle personne a demandé le numéro. Il a refusé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu que je n'étais même pas là-haut intéressée. C'est comme ça, les mois passent. Non, là, je n'étais pas encore en stage académique. Là, on partait souvent, peut-être, on peut faire 2 semaines, 1 semaine pour faire le stage d'imprégnement. Alors, quand on nous a envoyé pour le stage académique maintenant, le monsieur ne faisait que demander mon numéro, chercher mon numéro. Il a continué parce qu'il n'avait pas lâché prise. Il a continué à chercher mon numéro jusqu'à ce qu'il est parvenu à l'avoir. Mais je ne sais pas comment. Parce que quand je l'avais demandé, il a raconté des trucs. Mais bref, c'est pas important. Et comme ça, le gars, il a commencé à m'envoyer des messages. On a commencé à causer. Il me demande donc c'est qui, il me donne le nom. Ok. Comme ça que j'ai commencé à causer avec lui. Regardez, il était intéressé par moi et tout. Je dis moi j'ai dit, je ne suis pas intéressée. Vu que je ne vous connais pas et donc c'est comme ça le gars continue à insister, tu me plais et tout. J'ai souffert comme ça pour avoir ton numéro, blablabla. Comme ça, on a commencé à causer. À chaque fois, il me disait toujours que tu vas venir chez moi. On dit, venir chez toi. Alors que je ne te connais pas. Rien. Moi, je ne pars pas chez les inconnus comme ça. Je dis que non, tu vas venir. Parce que le gars vivait à Yaoundé. Donc, il faisait aussi la ligne de Bertois. C'était un chauffeur. Donc, il voyageait beaucoup. Comme ça, on a commencé à causer tout. On a commencé à causer. On causait de temps en temps. Il m'écrivait, il m'appelait. On causait. Après, un jour, bon, je ne sais plus comment le sujet a commencé. Il a dit, il m'avait dit que bon, moi je veux approfondir mon métier en allant faire les stages professionnels. Voilà, pour m'approfondir dans le métier. Il dit ok, c'est là qu'il commence à dire, oh, je connais les contacts, il peut te brancher dans certains grands hôtels. Il dit que bon, comme c'est dans les grandes villes, c'est pas facile. Il faut avoir les pieds sur terre pour aller faire les stages même professionnels dans certaines hôtels. Le gars commence à me dire non, il n'y a pas de problème et tout. Et comme il disait que bon, les parents n'avaient pas aussi assez de moyens. Donc, du coup, peut-être qu'il devait finir directement me chercher le travail à la fin de formation. Si les parents n'ont pas l'argent, je vais toujours rester dans ma ville de résidence. Il dit non, il n'y a pas de problème. Quand tu finis, tu me fais signe. Même si les parents n'ont pas l'argent, dis-moi juste de combien tu veux. Je dis mais on ne se connaît pas encore et du coup, je ne peux pas connaître la somme que j'aurais besoin.
pour me déplacer, en tout cas, l'agent de taxi, je ne sais pas combien ça va souvent me coûter, je ne sais pas. Le moment viendra. C'est comme ça, là, toute la soirée, là, on cause, dit qu'il n'y a pas de problème. Tu pourras même venir, même chez moi, rester le temps pour toi de faire, dire non, non, non. Je ne veux pas venir comme ça chez un inconnu, moi je ne te connais pas. Et à peine on cause au téléphone, on ne s'est jamais vu. Bon, bref, tu m'as déjà vu, mais moi je ne t'ai pas encore vu. Je vois seulement ta photo de profil. C'est comme ça, donc je fais d'abord qu'il m'envoie ces photos, comme ça je puisse voir. Il tournait toujours, à part entier, bon, parce que son profil c'était seulement le visage. Il voulait maintenant voir tout le physique. Il tournait toujours, l'Android s'est perdu et tout et tout. Ok, il sait. Comme ça, le jour là, on a causé. Puis quand je vais arriver avec toi, on va se voir. Tu veux qu'on se voit où, dans quel hôtel? Il dit que, mais toi, tu parlais déjà d'hôtel. Mais moi, je ne suis pas ce genre de personne. Peut-être que quand vous voyez les gens faire dans l'hôtellerie, dans votre tête, c'est que ce sont les prostituées. Moi, je ne suis pas une prostituée. Ok, il n'y a pas de problème. On parlait, se voir chez mon frère. On part se voir chez son frère, chez ton frère. Je connais ton frère où? C'est là où il a commencé à dire non. On part dans un endroit public. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas aller dans un endroit quelque part avec toi là où je ne connais pas. Je préfère qu'on aille dans un endroit public pour causer. Et c'est aussi façon pour moi de te voir, de découvrir, d'essayer un peu de te connaître. Comme ça, il commence à causer avec le gars. Ah, maintenant donc, parce que quand on causait pour la fête qu'il devait aller faire le stage à Yaoundé pour approfondir, c'était dans la nuit. Maintenant, le gars roulait. À un moment, il me dit que non, il s'est arrêté avec son patron. Ils sont en train de boire. Là, maintenant, je demande que, mais, boire comment? Depuis quand les musulmans boivent? Tu es musulman, non? Tu bois? Il dit que non, je ne bois pas, c'est mon chef qui boit et tout. Ok. Et comme ça, on a dit ce n'est pas, il n'y a pas un problème d'argent. Le moment venu, tu as besoin d'argent, tu me dis et tout. Je veux une femme pour le mariage, je veux une relation sérieuse. Je dis, ok. On cause. La même soirée. Maintenant, dans la fin de cause au téléphone, il m'envoie le message. Il m'écrit bébé, comme le gars me disait déjà bébé, comme certains hommes ont l'habitude de faire, à peine draguer une fille commence à dire bébé, chérie, patati, patata. Bon, moi, je répondais simplement, j'écrivais simplement. Il me dit que, ok, on fait alors. On fait, et je lui demande que, mais on fait quoi? Il dit que j'ai envie de toi et tout. Je suis là dans la voiture, il fait froid, patati, patati, que mais. Je dis que, fais quoi? J'insistais parce que je voulais comprendre, je voulais qu'il sorte de lui-même de sa bouche ce qu'il veut. Il me dit, excusez-moi du terme. Il dit que je veux qu'on baise par SMS. Il dit, merde. Je dis quoi? Après, il me demande que tu aimes quelle position. Et après, il me demande que tu fais même quoi? Je dis que non, moi, je suis couché sur mon lit. Il dit, ça tombe même bien. Comme ça, on va faire, tu aimes quelle position? Je dis, quelle position? Et comme ça, le gars dit que non, je suis déjà excitée. Dis-moi juste ce que tu aimes, la façon dont tu aimes faire. J'ai du coup, donc, j'ai commencé donc à insulter la par SMS. Dit que c'est comme ça que vous faites ici dehors, c'est comme ça que vous trompez les filles ici avec l'argent. Et tout. Il dit que c'est là où le gars m'envoie le message que ce message était pour sensibiliser les filles parce que j'aurais pu faire ce qu'il me dit disant que ce n'est que par message. En fait, le problème c'est que tu fais, mais tu ne sais pas ce qu'on te prend à cet instant parce que le diable est fort.
Le diable est tellement fort. Donc les jeunes filles là, les jeunes filles comme moi, faisons vraiment attention parce que le dehors est vraiment pourri. Le dehors est pourri. Quelqu'un te demande de faire l'amour avec lui par SMS. Tu vas dire les choses, tu ne sais pas ce qu'il est en train de prendre à travers ça. Parce que là maintenant, quand tu commences à faire certaines choses, tu appelles le diable sur toi. Tu invoques les choses. Et peut-être il peut passer à travers ça, peut-être pour devenir même homme de nuit et tout. Commencer à te visiter chaque nuit mystiquement, tu ne le connais pas. Donc tu ne sais pas comment tu es en train de te connecter avec lui. Donc faisons vraiment attention les filles. Voilà. Merci pour l'histoire. Même si il y a des trucs que j'aimerais dire, mais comme le concept est clair, on ne juge pas. On procède. 6e histoire. Dans les commentaires, dites ce que vous pensez aussi. Moi, I rest my case. Oui, DMG, bonsoir. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela plus de 15 ans. Et en fait, c'est passé en réalité devant nous. Il était une fois, je vivais avec mon oncle à l'ouest, du côté des Bâtiers. Notre oncle avait une chambre secrète. Et dans sa chambre secrète, il y avait ses masques, il y avait la banane mûre qu'il gardait toujours dans ses chambres. Et mon oncle surtout ne s'entendait pas avec mon papa. C'était les deux ennemis. Voilà, donc un jour, nous avons envie de manger de la banane mûre. Son fils, bon en fait tous ses fils, c'était la seule qui était différente. Donc je n'étais pas sa fille. J'étais plutôt la fille de son frère. Mais malheureusement, lui et son frère ne s'entendaient pas, qui était mon papa, ne s'entendaient pas. Un jour, donc, on voulait manger la banane mûre. Son fils nous a demandé de lui porter sur notre cou pour qu'il puisse passer par la fenêtre et arracher les doigts des bananes pour qu'on puisse manger. Et ce jour-là, nous avons tellement faim, on avait envie de manger. Notre oncle en question, il n'était pas là, il était sorti pour aller dans le deuil, tout ça. On l'a porté donc, il est passé par la fenêtre, arraché les doigts de banane et quand il voulait entrer, en fait, nous ne savons pas comment ça s'est passé. Quelque chose lui a giflé tellement fort, il est quitté de la fenêtre, tombé. Nous-mêmes, nous sommes tombés, on s'est levé, on s'est mis seulement à fuir. Comme nous avons fui, on lui demande c'est quoi, il dit quelque chose lui a giflé. Il parlait en pleurant. Quelques minutes après, sa joue a enflé partout sur lui. Il était devenu brut et il pleurait. Notre oncle est rentré le soir et comme il était dans la bière tout comme ça, on lui a expliqué. Il a demandé qui t'a envoyé là-bas, qui t'a envoyé là-bas. Il a pris l'enfant. Il est entré dans sa chambre secrète, il a fait des choses de cela, je ne sais pas trop. Il est ressorti avec son fils. Le lendemain, tout allait déjà bien. Il m'a dit ceci à moi que j'ai eu ma chance. Que si c'était moi qui entrais dans cette fenêtre pour prendre des bananes, c'est mon cadavre qu'on aurait trouvé au sol. Bon, depuis ce jour, je me suis méfiée de mon oncle. C'est pour vous faire comprendre dans la vie, il y a certains trucs que quand il n'y a pas l'entente dans la famille, que ce soit qui ou quoi que ce soit, il a peut-être une chambre secrète, il faut faire très attention. C'est ça que j'aimerais vous expliquer mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Déjà, quand tu entends chambre secrète, hein, toi, tu évites. C'est moi comme ça, jamais de la vie. Jamais. Tu me vois là-bas, c'est. Il fait quoi chez toi? 7e histoire. Bonjour DMG. Bonjour. En tout cas, moi je suis ton émission depuis Brazzaville. Je like, je partage, je suis abonné vraiment. Merci, merci. C'est quelque chose de bien. Et puis, comme tu le dis, hein, c'est pour conscientiser. Et puis, moi, je souhaiterais qu'on agrandisse encore plus la communauté.
Parce que vraiment, ces histoires-là, après, elles ont toujours une leçon et puis c'est édifiant. Alors moi, je voudrais quand même contribuer en racontant une histoire qui vient à peine de se dérouler dans mon quartier. En tout cas, c'est une histoire vraie. Tout le quartier a été alerté. Donc c'est une femme qui habite les quartiers nord de Brazzaville. Elle a eu à faire un enfant avec un monsieur qui habite dans les quartiers sud de Brazzaville. Bon, à noter que dans les quartiers nord de Brazzaville, on parle beaucoup plus lingala, un peu approximatif des 100%. Donc dans un des quartiers sud de Brazzaville, parce qu'il y a 3 langues qu'on parle à Brazzaville, dans un des quartiers sud de Brazzaville, on parle lari. Donc le monsieur avait la garde de l'enfant jusqu'à 6 ans. Donc l'enfant ne parlait que lari et un peu français. L'enfant n'a grandi que dans le lari. Elle ne connaît pas lingala, elle parlait lingala et tout. Donc sa maman se débrouille à parler, vu qu'elle avait aussi appris le lari, à parler français et lari avec elle. Elle avait pris l'enfant maintenant pour passer les fêtes de fin d'année avec l'enfant. Bon, elles ont passé le 25, tout s'est bien passé. Le 26 matin, bon, pour faire le déjeuner de l'enfant, elle envoie l'enfant aller acheter du pain. Une enfant de 6 ans, je précise, une enfant de 6 ans. Donc elle envoie l'enfant et l'enfant part pour acheter du pain. L'enfant ne revient pas. Après, vite, elle s'est rendue compte, mais l'enfant a mis du temps finalement. Elle sort pour aller chercher où est-ce que l'enfant est parti. Elle ne trouve pas. Et vu que vraiment, c'était pendant des heures qu'elle est en train de chercher, elle a commencé à s'inquiéter. Elle a paniqué, elle a même alerté tout le quartier. Elle est partie, les gens lui ont dit, mais va dans les postes de police. Elle est partie dans les postes de police pour voir peut-être si quelqu'un a peut-être déposé un enfant égaré et tout. Rien, partout il est passé, rien. Elle est allée même jusqu'à dans les hôpitaux pour voir peut-être qu'il y a eu peut-être un accident, ou peut-être on a emmené l'enfant à l'hôpital. Rien, toujours rien. Alors une journée passée, une nuit passée, le lendemain, la maman dit non, elle ne peut pas laisser comme ça. Elle est allée maintenant voir, ici à Brazzaville, il y a ce qu'on appelle un tribunal coutumier. Donc ce tribunal-là, il traite les affaires coutumières et tout ce qui concerne la sorcellerie. Donc quand tu es par exemple sorcier dans une famille, tu ensorcelles les gens ou alors tu manges les gens, tu tues les gens mystiquement et tout. Les gens, ils peuvent aller se plaindre là-bas. Et quand ils se plaignent là-bas, ces gens-là, ils finissent par lancer un sort. Donc un sort mystique. Et ce sort-là va aller attraper le responsable. Le responsable, celui qui est le vampire de la famille, quoi. Un truc du genre. Donc une fois même, cette émission-là, il y a eu même une émission sur Canal+, qui a parlé de ce tribunal coutumier. Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Donc, elle s'en va là-bas. Là-bas, il y a les marabouts et tout. Il y a des charlatans qui sont là-bas. Après, elle a exposé son histoire là-bas. On lui a demandé, bon, mais écoute, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va voir maintenant ça mystiquement. En faisant ça, maintenant, les gens ont commencé, ces charlatans-là, ces marabouts, ils ont commencé à faire des incantations et tout. Du coup, ils lui ont dit, écoute, toi, tu as une voisine. Va la voir. C'est la voisine, elle est juste en face, la parcelle où tu vis en face. La dame là, elle connaît où se trouve ton enfant. Ah, c'est comme ça, hein, d'accord. La femme, elle revient chez elle, elle va voir la dame. Elle demande à la dame, mais où se trouve mon enfant? Elle dit, moi je connais pas de quoi tu parles, je sais pas, je connais pas ton enfant et tout. Après, elle se décide, bon, comme elle était partie avec des gens aussi, le quartier, quand même les gens étaient alertés et tout. Bon, on va fouiller la maison. La femme dit,
Vous fouillez tout ce que vous voulez partout, mais vous rentrez pas dans ma chambre. C'est ma chambre, mon intimité et tout. La dame, c'est une grande dame déjà. Les gens ont fouillé, mais ils n'ont pas pu rentrer dans la chambre. En tout cas, les gens jusqu'alors, ils comprennent pas comment se fait-il que pour une enfant de 6 ans, les gens n'ont pas pu, genre, insister à rentrer dans sa chambre. Après, on se dit que c'est peut-être la dame a eu à user peut-être d'un pouvoir mystique pour affaiblir l'engouement ou la volonté des gens, la persévérance des gens, quoi. Donc du coup, ils sont repartis, la dame est restée comme ça. Le lendemain, la maman, elle repart encore chez les coutumiers, au tribunal traditionnel en question. Ils repartent là-bas. Donc, on lui dit, bon, comme c'est comme ça, la dame est à rien dit finalement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des incantations et on va parler avec elle directement. Je dis bien parler avec elle directement, c'est pas au téléphone. Donc, ils se sont assis comme ça. Les charlatans en question, les féticheurs en question ont fait des incantations. Et du coup, elle a commencé à entendre ces féticheurs-là parler avec cette dame-là. Mais la dame n'était pas là présente. La dame, elle parlait. On lui pose la question. Pas de téléphone, hein, je dis bien. Donc, je vais même pas appeler ça de la télépathie. Donc, un truc mystique. Donc, un contact en esprit avec la dame. La dame a commencé à dire, moi, ces voisins-là, on lui a posé la question de savoir, mais pourquoi tu veux pas remettre, tu as l'enfant d'autrui là-bas. Pourquoi tu veux pas remettre l'enfant d'autrui? Et dit, moi, ces voisins-là, je les aime pas. Moi, j'ai attiré l'enfant là, mystiquement. L'enfant est venu jusqu'à chez moi. Je l'ai enfermé. Bon, après, elle n'a pas précisé si elle l'a enfermé chez elle, dans sa maison, dans sa chambre, ou alors quelque part ailleurs. Elle a attaché l'enfant et lui a même fermé la bouche. J'ai oublié de préciser que, comme l'enfant a grandi dans les quartiers sud de Brazzaville, donc l'enfant parlait plus Larry, quoi. Donc voilà. Donc il n'y avait pas moyen d'avoir le contact avec d'autres personnes dans le quartier parce que les gens dans les quartiers nord de Brazzaville, ils comprennent vraiment pas Larry. Ils comprennent pas Larry puisque à la base c'est un dialecte, c'est une langue dialectique. Donc voilà, c'est dans ce quartier-là, il y a beaucoup plus les gens, en tout cas à 90%, il y a beaucoup plus les gens de ce dialecte qui habitent ce quartier. Donc voilà pourquoi ils parlent Larry. Donc elle dit, moi j'ai attaché l'enfant, mais je la nourris. Quand je la nourris, je lui enlève la bande que je lui mets sur la bouche et je la menace avec un couteau que si elle crie, je vais la tuer. Donc l'enfant reste calme et je fais manger l'enfant. Donc elle entend cette dame-là parler de vive voix comme ça. Maintenant les féticheurs là lui ont dit, bon mais repars chez la dame, va lui dire de te donner ton enfant. On lui donne un ultimatum de 2 jours. Si dans 2 jours, elle ne remet pas l'enfant, le 3e jour, nous, on descend là-bas. Et ce sera un problème pour elle parce que nous, on est plus fort qu'elle. On est plus fort qu'elle de loin. Donc, va seulement demander ton enfant. La dame, elle repart. Elle appelle même la police. La police arrive pour fouiller la maison, mais il n'entre pas dans la chambre de la dame. Donc, elle avait usé d'un charme, je ne sais pas, pour anéantir les gens et tout. Les gens ne comprenaient pas, même les gens ont parlé dans le quartier. Mais comment se fait-il que les gens, même la police, n'arrivent pas à rentrer là-bas? Et quand ils parlent comme ça, quand ils vont là-bas aussi, pour faire genre un peu menacer la dame, ils n'arrivent pas à menacer. Donc, ils sont comme, je ne sais pas, dominés par la dame, mystiquement. Et après, elle va là-bas, elle parle à la dame, elle explique ce qu'on lui a dit.
La dame, elle dit rien. Un jour passe. Deuxième jour. Donc, il restait le troisième jour seulement. Après, les gens allaient venir. Les gens, les féticheurs, là, ils devaient venir. Le deuxième jour. Donc, comme ça seulement, la maman de la fille elle reste comme ça. Elle reçoit un coup de fil anonyme. Non, votre fille, on l'a retrouvée dans tel quartier. Donc, dans un quartier éloigné, mais toujours dans le nord de Brazzaville. Donc, on l'a déposée là, au poste de police de telle zone. Ah, mais comment ça? Maintenant, pendant qu'elle court vite appeler maintenant sa maman, la maman, c'est-à-dire la grand-mère de la fille pour aller voir l'enfant, arrivée sur place pour prendre la grand-mère de la fille, la grand-mère de la fille dit, mais il y a une dame qui est passée ici. Une dame qui est passée ici pour me dire que l'enfant a été retrouvé. Elle est à tel poste de police. Mais cette dame-là, je ne la connais pas. Et en plus, elle est partie. Je ne l'ai plus revue. J'ai demandé aux gens s'ils ont vu une dame. Ils ont dit, non, on ne connaît pas, on n'a pas fait attention en tout cas. Et bon, ils sont allés rapidement au poste de police là-bas. Parce que au poste de police, on disait que si vous ne venez pas, on va aller déposer l'enfant à l'orphelinat. Ils arrivent au poste de police. Curieusement, elle demande, bon, mais l'enfant est là, mais qui s'est enregistré? Parce que quand tu viens déposer un enfant égaré, comment tu vas toujours, les policiers, ils vont t'enregistrer. Ils doivent t'enregistrer pour savoir que non, l'enfant était à tel endroit, à tel endroit. Et s'il y a lieu parfois de récompenser la personne qui a eu la bonne volonté ou comment. Et voilà, il y a les contacts qu'on laisse et tout. Et si on doit même mener une enquête, voilà, ça se passe toujours comme ça. Personne n'a laissé de contact. On pose la question aux policiers. Les policiers disent que l'enfant est venue toute seule. Donc, une enfant de 6 ans, elle-même, elle vient au poste de police. Il fallait qu'on interroge maintenant l'enfant. Ah, mais comment se fait-il que l'enfant ne parle que l'ari dans une zone où on parle que lingala et ne comprend pas et tout? Comment se fait-il qu'il va faire? C'est l'enfant qui va expliquer maintenant à sa maman en lari. Donc l'enfant avait même donné le numéro. Je sais pas. En fait, on comprend même pas ce qui s'est passé. Si comment ils ont pu contacter les parents par téléphone et tout ça là. Donc il y a vraiment quelque chose de flou dans tout ça. Donc les gens ils comprennent pas. Et il dit que l'enfant dit qu'il y a une dame qui l'a accompagné devant, comment on appelle ça, devant le poste de police, et elle dit à l'enfant, va là-bas, rentre là-bas. Tu dis que tu t'es perdu et tout ça là, on va appeler ta famille. Elle a donné des consignes à l'enfant. Et l'enfant est parti aussi, une enfant de 6 ans, je répète encore. Ah, donc ça s'est passé comme ça. Mais la dame, donc personne n'a vu la dame. Personne n'a vu la dame. Et la maman, prise de peur, elle dit, bon, moi, je ne peux pas aller avec l'enfant comme ça. Je vais aller voir un charlatan. Elle est allée encore voir un autre féticheur. Mais non. Elle voit le féticheur. Parce que c'est la grand-mère même qui avait donné l'idée. Elles sont allées voir le féticheur. Le féticheur a dit ceci. Après ses incantations et tout, il dit, l'enfant était chez une dame. Maintenant, la dame en question, elle la nourrissait. Et dans la nourriture qu'elle lui nourrissait là, elle lui donnait, elle mélangeait ça avec des bonbons. Et c'est chose que l'enfant a confirmé aussi. Donc nourriture, donc vous voyez nos plats africains là, elle mélange avec des bonbons. Et il s'avère que cette nourriture là, en réalité, c'était de la chair humaine. Donc on comprend vite que soit elle a voulu initier l'enfant ou elle a déjà initié l'enfant. Donc là, c'est vraiment grave. Les gens n'ont pas la preuve que c'est la dame d'en face, mais on sait que c'est la dame en face qui avait parlé directement avec les féticheurs du tribunal coutumier là. Donc là, c'est chaud en ce moment. C'est chaud en ce moment, vraiment. C'est pour dire que
vraiment, les parents, faites attention à vos enfants. Ne laissez pas une petite fille de 6 ans, un enfant de 6 ans, vous l'envoyez aller acheter du pain, vous l'envoyez parfois aller acheter... Non, je pense que c'est assez irresponsable. Il faut faut que les gens prennent conscience, les parents prennent conscience en tout cas, que quand vous avez vos enfants, gardez-les. Gardez-les. Tant qu'ils ne sont même pas encore... Parce qu'il y a des mamans irresponsables, hein. Surtout quand vous voyez ces jeunes dames-là, ces jeunes mamans, elles ne comprennent pas, elles n'ont pas l'expérience. Bon, là, je pense que cette maman-là, elle a eu cette expérience et elle pouvait même perdre l'enfant comme ça. Et si c'était par exemple des gens qui font des rituels, des crimes rituels et tout, elle aurait perdu l'enfant. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci pour l'histoire. On passe à la 8e histoire. Laissez vos impressions en commentaire. Bonsoir, grand DMG. Ah bon, je t'écris depuis le Rwanda, je suis un jeune Gabonais qui est ici pour des raisons de formation. Je tiens aussi par l'occasion à te féliciter pour le combat que tu mènes, pour le programme que tu as mis en place, notamment c'est ce programme qui consiste à nous édifier, à nous permettre d'avoir une certaine clairvoyance par rapport aux événements de la vie. Je tiens vraiment à te féliciter dans ce sens. Parce que c'est, outre le fait que d'autres peuvent voir ça comme un moyen de distraction, mais c'est quelque chose qui éveille les consciences. Je pense que pour tes vrais abonnés, pour les personnes qui te suivent depuis le début, ce programme a permis que ces derniers puissent redoubler de vigilance dans leur mode de fonctionnement, dans leur attitude à l'endroit de leurs congénères. Donc c'est un peu ça. Vraiment, félicitations, grand. C'est super, c'est formidable. Ok, mon histoire se déroule au Gabon. En fait, j'ai grandi avec un ami qui restait en face de chez nous. Et cet ami-là, c'était un ressortissant d'une famille de nantis. Tu vois, papa Mbep, maman Mbep, tonton Mbep. Donc, c'était ce genre d'ami. C'était un ami avec qui on partageait tout. On s'appelait mon jumeau. Le problème de l'autre était le problème de l'autre. Que ce soit l'ordre physique ou bien sentimental. S'il y a quelqu'un qui fait la bagarre, l'autre rentre. Si quelqu'un a un problème de cœur, l'autre conseille. On partageait presque tout. Et on avait coutume de se dire que je ne peux pas réussir, toi tu ne réussis pas. Je ne peux pas être riche et toi tu vas rester pauvre. On se disait ça. Mais j'étais à dire que mon ami avait tendance à dire que je n'ai pas besoin de forcer, car parfois on se casse la tête, car dans les études, après on vient chômer. Il me prenait souvent les exemples, regarde le grand là dans le quartier, là aussi, si, cela. Moi je me disais que, outre le fait qu'on marche ensemble, on n'a pas les mêmes opportunités. Toi tu es l'enfant de MBEP, moi je suis un enfant d'une classe moyenne. Je me disais, son discours tient la route. Mais il disait toujours, en tout cas, moi, mon modèle de réussite, c'est mon père. Et bon, je tiens à préciser c'est que son père, c'est un gars dont la renommée ne ment pas, dont la renommée est connue de tout ce qui appartient aux hautes sphères. Moi, j'appelle hautes sphères des loges. Donc, ça devait attirer mon attention parce que ma mère me disait que ton ami qui te dit souvent que son père, c'est son modèle de réussite là, nous savons tous au quartier ce que son père fait. Fais attention à lui et je ne voudrais même pas que tu marches avec lui, ou le fait que vous avez grandi ensemble. Boum, 2018, j'ai gagné l'examen, le bac. Après, il voyage. J'ai dit, mon type, bats-toi là-bas, oui. Il me dit, en tout cas de toutes les façons, le voyage que tu penses qu'il va être long là, va être court. Je m'en vais me chercher pour nous deux. Ils sont que, oui mon type, donne-toi à fond. Ne comprenant pas ce qu'il me disait. Un an après, il arrive. Il me dit, il m'appelle, on se perd de vue. Et j'ai profité de l'occasion pour dire, les amis dont on se perd de vue là, 2 ans, 3 ans après, quand ils reviennent là, oui, on était amis, il ne faut pas directement embrasser. Parce que le temps qui s'est écoulé entre votre revoir et le temps que vous voyez à nouveau, qu'est-ce qui s'est passé de son côté?
mais aussi de ton côté. N'embrassons pas directement. Donc, quand il arrive, on est là. Oh, comment ça a été? Oh, ça a été formidable. Oh non, quand tu es déjà elle, lui, il me dit non, laisse-moi la fête de l'école. Je t'ai dit, je m'en vais me chercher. Ils sont que, tu es parti te chercher comment? Oh non, laisse-moi ça, mon enfant. En tout cas, c'est bon. On ne va plus souffrir. Ah, encore que souffrir comment? Toi, tu es un enfant d'un bête. J'ai dit, ok, on est ensemble. Une semaine après, il m'appelle, il me dit, oh, mon type, habille-toi, on sort. Oh, je m'habille, le frangin, c'est un enfant d'un bête. On part à lui, on part dans un snack. On commence à consommer, on consomme. Jusqu'au moment où il dit, amenez-moi la bouteille la plus chère du snack. Vous m'amenez 4. Comme j'étais avec lui et 2 de ses autres amis que je ne connaissais pas. On termine, puisqu'il avait toujours sa sacoche. Il sort les liasses, il paye ça. Les autres aussi ont sorti un peu les liasses là. Je sens que, peut-être aussi c'est des enfants des nantis comme lui. Après, il me dit, bon, dit qu'on ne rentre pas directement à la maison. Il était 22 heures, il me dit, on coulisse quelque part. Quand on coulisse, on arrive dans une maison, je ne sais pas si c'est une maison ou un motel, on rentre dans un grand salon. Il y avait un peu de monde là, mais on avait notre table à 4. Donc on nous sert, les gens mangent. Au moment où je prends ma fourchette, je pique, je mets dans la bouche. Je vois, les gens se lèvent. Il y avait peut-être 4 tables différentes comme ça. Ils m'applaudissent. Je sens que, je pose la question à mon type que, c'est comment les gens se lèvent pour applaudir. Il me dit, oh non, c'est un lieu exceptionnel. Et donc on a même une personne ici pour l'honorer de sa présence. Quand il prend la première bouffée, on se lève pour l'applaudir. Je sens que, ok, d'accord. On rentre à la maison. Et dans ma tête, ça tourne, sachant toujours que depuis petit, il disait que j'ai pas besoin de casser le corps. Ça tourne. Un jour, 2 jours, 3 jours après, je commence à faire des rêves bizarres, où on me poursuit. J'ai fait des rêves où on me poursuit. Le jour d'après, j'ai fait un rêve où on me dit, tu fais quoi depuis, les paroles comme ça. Le jour d'après encore, un mercredi, je me rappelle, j'étais en train de dormir. J'entends une voix dans mon sommeil qui me dit, lève-toi. Je me réveille, je ne vois personne. Je me réendors, quelques temps après, la voix me dit encore, lève-toi, on part, on part. Le lendemain matin, je me réveille, je garde ça pour moi. 2 jours encore après, pareil, je dors. J'attends comme si quelqu'un me disait, allons, on va partir. Alors il est l'heure, fais, on part. Je me réveille, je sens que, ça c'est quoi qui m'est en train de m'arriver comme ça là? Je me réendors. Puisque je dors souvent, il y a des positions dans lesquelles je dors parce qu'on m'a toujours dit au village et chez les musulmans qu'on ne dort pas comme ça. Donc quand je dors face au plafond, parfois je croise les pieds. Je vois comme ça fait des faire mes pieds. Et comme je ne dors pas du côté gauche, parce que chez les musulmans, il n'y a aussi pas dormir du côté gauche, je vois parfois il dort du côté droit, je vois comme si, la même nuit, comme si on veut me pousser de dormir du côté gauche. En tout cas, ce sont des positions parfois, quand je dors moi-même, autre histoire que je vous raconte, j'ai fait toujours des cauchemars. Je me réveille. À peine me réveiller à 8 h, 2 heures de temps après, il arrive. On parle, il me dit, la position dans laquelle tu dors là te rend lourd la nuit. La position dans laquelle je dors me rend lourd la nuit. Comment? Oh non, ça t'empêche d'être léger et d'accéder au monde des rêves, comme lui-même il appelait ça. Le monde des rêves, ah oui. D'accord. On parle, attends, c'est pas, mais ça pique dans ma tête, c'est quoi l'affaire là? 5 jours après, il arrive. Il me dit, je t'ai dit que la position dans laquelle tu dors te rend lourd la nuit. Tu es en train de me créer les problèmes. La position dans laquelle tu dors la nuit te rend lourd. Et moi, je n'ai pas le temps à perdre. Mon temps est précieux. Si tu vois que tu n'arrives pas à être léger la nuit, tu me dis, je vais t'amener quelque part, on va te faire quelque chose pour que la nuit, tu puisses accéder facilement au monde des rêves.
ça devient sérieux. J'ai dit, ça c'est quoi, dans quoi je me retrouve là? Je zappe, mais je raconte déjà à ma mère. Ma mère me dit, je t'avais dit de plus marcher avec cet enfant-là. Mais disons qu'on a grandi ensemble, qu'on est toujours pareil, ne sachant pas que 2 ans se sont écoulés, je ne sais pas, un an s'est écoulé, je ne sais pas ce qu'il est parti faire là-bas. Après 5 jours après, il me dit, papa m'a envoyé au Kala prendre un peu le matériel. Alors, bon, puisqu'il y avait le permis, on part. Arrivant au Kala, on arrive. Au Kala, c'est un quartier un peu reculé de Libreville. On rentre dans la forêt. Bon, on s'éloigne. Oh non, c'est un de ces chantiers. Il gare, on descend. Je vois, il porte un manteau rouge, il mettait un manteau rouge. Je dis, ça c'est pourquoi. Je n'ai même pas fini de dire ça c'est pourquoi. Je vois les 2 autres avec qui on était partis au bar là-bas, un au stack, sortir avec 2 autres garçons encore et un vieux papa. Un papa qui peut être dans la 60aine, tous en rouge. J'ai dit, oh, il y a quoi mon petit? Il me dit, ah, puisqu'on s'appelle souvent jumeau, ah jumeau, je t'ai dit que si tu n'arrivais pas à être léger la nuit, je vais faire quelque chose pour te rendre léger. Je sens que, oh, tu m'as mis donc quoi comme ça? Oh non, je t'avais dit que je partais me chercher pour nous deux. Je ne peux pas être dans l'opulence et toi tu vas rester guébé. Je suis déjà dans un bon processus dans les hautes sphères. Moi c'est comme ça que j'appelle la loge. Je sens que, oh, je rentre dans les hautes sphères. Tu ne me dis pas. Tu me ramènes, tu me fais rentrer dans des imbécilités, des conneries. Tu viens me dire ça parce que je suis déjà à l'intérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Oh non, ce qui est fait est fait. On n'a pas le temps de discuter. Allons. Je sens que je ne peux pas partir. Le papa dit, il crie là-bas, je n'ai pas mon temps à perdre. Amenez-le s'il ne veut pas. Amenez-le de force s'il ne veut pas. Je sens que si c'est la force là, ça va pas bien se passer. J'ai dit bon, pour qu'on fasse, allons-y. Donc ils se mettent en file indienne, en suivant le papa. En suivant le papa, je trouve une ouverture, je fuis. Quand je fuis, j'arrive à la maison, j'explique à ma maman. On part un peu, on voit la police. On a à notre disposition un enquêteur. L'enquêteur, on se rend chez la famille de mon ami là. Bon, son père c'était un gars vraiment, je ne peux pas, vraiment influent. Il arrête l'histoire. Il arrête le problème, il éteint ça sur place. Quelques jours après, Dieu voulant, je me suis déplacé pour me rendre dans une autre province pour un mariage. Mon téléphone sonne, j'entends, il me dit, oh non, ne pense pas que tu m'as fui. Tu ne peux pas nous fuir dès lors que tu as commencé le processus. Tu vas tout faire, tu ne vas jamais nous fuir. Jamais nous fuir. Je sens que ça c'est quoi dans quoi je me trouve. La nuit, même la nuit, j'ai fait des rêves où il me disait, oh non, tu ne peux pas nous fuir. On est liés, tu es mon cousin, tu es mon jumeau, tu es mon frère. C'est toujours lui. Je raconte ça à ma mère, je raconte ça à ma mère, sachant qu'on ne peut pas faire le poids face à cette famille. Dieu voulant, ils me font voyager. Mais jusqu'alors, souvent j'ai fait des rêves là où le gars me dit, quel que soit le temps que tu vas prendre, on t'aura. J'ai fait ça pour nous deux. Je ne peux pas être entré dans les hautes sphères pour nous deux et nous retrouver à l'intérieur seul. Donc juste pour dire aux gens que les amis, quand on les perd de vue, quand ils reviennent, on doit faire attention. Et surtout, quand tu as un ami qui te dit voilà mon modèle de réussite, si tu vois que le modèle de réussite en question n'est pas quelqu'un de clean, fais très attention. Donc c'était juste ça. Merci. Désolé si c'est un peu long. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe à la 9e histoire. Salut mon frère DMJ, vous allez bien? Tout d'abord, je vais commencer par vous remercier pour cette belle initiative que vous avez mise sur pied, qui essaie de nous instruire tous les jours. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous écouter. Et aussi, je vais inviter tous ceux ou celles ou celui qui écoutera ce voice de partager, de liker, de commenter et surtout d'inviter des personnes à nous suivre pour que la communauté s'agrandisse. Bon, je vais vous raconter une histoire me concernant en disant d'abord que ce n'est pas tout le monde qu'on aide. On n'aide pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde.
Oui, peu importe l'âge de la personne, on n'aide pas tout le monde. Et avant de faire telle chose, il faut toujours prier, mentionner, il faut toujours prier. Avant de faire toute aide, avant d'accorder toute aide à quelqu'un, il faut prier, c'est important. Bon, il fut un jour, j'étais en vacances, je suis en vacances, chez nous en vacances, au village, et j'allais faire des courses, et du coup je rencontre une vieille maman sur le chemin, et qui me demande elle fait tomber sa canne, elle me demande de ramasser sa canne. Bon, je ne sais pas si elle a fait tomber, mais elle m'a demandé de ramasser sa canne, qui était tombée par terre. Ensuite, je n'ai pas ramassé la canne directement, mais je me suis rappelé qu'il fut une fois, mon papa m'avait raconté une histoire comme quoi un jeune garçon avait disparu après avoir pris l'argent ou après avoir ramassé la canne d'un vieillard et l'enfant avait disparu. Je me suis rappelé de cette histoire, j'ai fait 2 pas en arrière, je n'ai pas ramassé la canne. Et après, à ma gauche, je me tourne, de l'autre côté de la route, je vois un monsieur tenir là en me disant que aide la maman là, c'est une vieille. C'est une vieille, pardon. Il faut l'aider, il faut prendre, tu lui donnes. Je n'ai pas pris la canne. Subitement, un esprit avant me disait, un cœur avant m'a dit, quitte de là rapidement d'où tu es et vas-y, continue ton chemin, fais comme si tu n'avais rien vu. Je suis parti, je n'ai pas ramassé la canne. Durant toute cette journée-là, j'étais très pensif. Très pensif. Donc, la leçon que je dis, que je m'en vais vous donner dans cette histoire, mon histoire, est que c'est souvent bien d'écouter les conseils des aînés, peu importe l'âge de la personne, c'est très important d'écouter. Écouter, c'est très important, parce qu'on ne sait jamais. Merci de m'écouter et portez-vous bien. Bonne année encore à tous. Bonne année. Merci beaucoup pour l'histoire. Laissez des commentaires, partagez, dites d'où vous écoutez la vidéo. Là, on passe à la 10e histoire. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. DNG, bonsoir. Comment vous allez? Je suis camerounaise. Régime Bamieke. Bon, je vais raconter mon histoire. Je vais vous raconter ce que j'ai pu vivre, j'ai pu subir dans ma vie. DMG, je suis une fille. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon père à l'âge de 10 ans. Et j'ai au moins des enfants derrière moi. Des petits frères derrière moi. 2 petits frères, une petite soeur. Aujourd'hui, de nos jours, quand je faisais la classe de 3e, j'ai épousé. Il y a un monsieur qui est venu se présenter dans ma famille. Vous connaissez comment ça se passe dans la coutume Bamileke. Un homme est venu se présenter chez nous, disant qu'il veut m'épouser, puisqu'il avait eu à m'étudier. À chaque fois qu'il me voyait, il a eu à m'étudier. Je ne vais pas trop donner le nom. Entre-temps, bon, j'avais pour objectif de réussir ma vie. Bon, le monsieur m'a surpris. Entre-temps, comme j'ai grandi avec ma grand-mère, vous savez à l'époque comment les grand-mères se comportaient. Oh, tu es ci, tu es ça, il faut juste obéir à ce qu'on doit faire, à ce qu'elle doit dire, à ce que tout ce qu'elle entreprenait, on devait juste l'obéir. DMG, je vous assure, j'ai épousé ce monsieur en 2016, fin d'année 2016. DMG, quand j'entre dans la famille de ce monsieur, je me rends compte que ce monsieur il était d'abord marié, pas légalement. Il n'était pas marié légalement. Bon, ce qui les faisait séparation. La séparation, ce qui a fait en sorte que il vient m'épouser, il n'avait aucun lien de sang. Il n'avait pas d'enfant. Bon, on peut dire sa copine, quoi.
On peut dire sa copine. C'était sa copine, ils ont vécu 5 ans. Bon, si c'était que cet homme avait eu à avoir même un seul fœtus avec cette femme, il n'aurait pas pu me connaître. Lui et moi, on ne devait jamais se connaître. Pour vous dire, en réalité, ce monsieur, c'est un gars de mon village. C'est un gars de mon village. C'est l'enfant au meilleur ami de mon... C'est le petit-fils au meilleur ami de mon grand-père, pour vous dire la vérité. Comme je vous le dis, DMG, quand ce monsieur entre dans ma vie, je le suis juste parce que ma grand-mère me l'a opposé. J'ai été obligée d'obéir puisque en pays bamileke, quand tu n'obéis pas à la maman, tu es désobéissant, tu es ci, tu es ça. J'ai accepté ça. Ce monsieur vivait, il vivait à l'extrême nord, à Marois. Quand je conçois mon premier enfant, ma première fille, le monsieur change. Il change. Quand je suis à 7 mois de grossesse, je me déplace, je viens chez ma belle-mère, j'accouche. Et entre-temps, maintenant, il change, puisque lui et moi, nous sommes légalement mariés du régime monogamie bien commun. Il commence à changer. Il dit, bon, quand il revient me chercher, il dit à ses frères, bon, j'explique un peu la situation dans laquelle je suis à ma épouse, que la femme de son grand frère, la femme au grand frère de mon mari. Il dit, entre-temps, elle me dit ceci, rappelle tout ce que tu m'as dit à ton beau-frère. J'explique et tout. C'est que mon mari me dit, il me dit ceci, bon, on peut déchirer l'acte, on peut faire ci. Et pour vous rappeler, son ex-copine vivait à Yaoundé. Pour vous dire, DMG, cette fille étant à Yaoundé, et moi qui suis à l'extrême nord, avec mon mari, elle commandait mon foyer en distance. Et jusqu'aujourd'hui, elle commandait mon foyer en distance, pour vous le dire, la vérité. Elle commande mon foyer en distance. Ce début, je ne croyais pas. Quand j'accouche ma première fille, j'arrive, il vient me chercher. Bon, en temps qu'il arrive, il a une colère, j'explique la situation comme je vous l'ai dit. Quand on retourne, le monsieur a changé. Le monsieur me laisse le lit conjugal. Il s'en va dormir au salon. Au fur et à mesure, mais quand il papa même il ne mange pas, en retournant qu'il a mangé. Quand le papa il ne mange pas, en retournant qu'il a mangé, je dis que mais qu'est-ce qui se passe? Et dans tout ça, monsieur me bat matin, midi, soir. Si je commets une petite erreur, s'il me dit mets le plat là, et que le plat est un peu juste déplacé, c'est la bastonnade. Quand le plat est un peu juste déplacé, c'est la bastonnade. Qui me dit tout ça, chaque jour j'ai enduré. Au point où il m'a laissé du lit conjugal. Il est allé, il s'est renfermé à lui. Moi aussi, j'ai dit que mais qu'est-ce que je dois faire? Et à chaque fois quand je vais vers lui, il me dit ceci, tu n'es plus ma femme, tu n'es plus rien, je ne te vois plus. Mais je dis, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie et dans la vie de mon mari? Je me mets à prier. Quand je prie, j'invoque le nom de cette fille, parce que cette fille m'a beaucoup traumatisée. Il appelle la fille, il lui fait comprendre que ma femme est en train de dire ci, elle est en train de dire ci, elle est en train de dire ça. Il dit oui. Au fur et à mesure, elle applique les remèdes, elle applique. Ma fille a eu 9 mois. Je me suis déplacée, je suis arrivée dans mon propre village à moi. J'expliquais la situation à sa famille, puisque sa famille est une famille chrétienne. Moi-même, je suis chrétienne. Bon, entre-temps, quand ça nous dépasse, on essaie de voir un peu comment ça se fait. J'ai fait 4 mois chez nous. Entre-temps, j'ai pris. J'ai fait une prière de délivrance pendant 21 jours.
qu'on dit la prière de délivrance. J'ai fait une prière de délivrance pendant 20 heures. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai prié. Mon mari est revenu en lui. Il m'appelle un bon matin, le 14e jour de ma prière. Hé, madame, comment tu vas? Puisque quand j'ai laissé mon foyer, mon mari ne m'appelait plus jamais. Pendant 4 mois, il ne m'appelait plus jamais. Un bon jour, j'ai décidé que je vais faire ma prière. Je veux voir ce qui ne va pas. J'ai fait ma prière pendant 20 heures. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai fléchi mes genoux au sol pendant 21 jours. J'ai appliqué ma prière pendant 21 jours. Le 14e jour de ma prière, mon mari m'appelle. Hé, madame, comment tu vas? Comment va ma fille? Comment vous vous portez? Mais comment est-ce que tu n'es pas à côté de moi? Comment est-ce qu'il ne va pas? J'aimerais que tu réintègres ton foyer. Ma famille était dépassée, moi, j'étais dépassée. C'est que bon, apparemment, c'est un truc mystique. Je me rends. Quand la femme constate que je me suis rendue dans mon foyer, apparemment, ils sont toujours en contact. Entre-temps, DMG, dans les périodes là, je conçois mon fils, mon 2e enfant. La femme constate que j'ai conçu. Chaque jour, ils sont tous. Je ne sais pas ce que la femme fait comme pratique. Parce que je ne sais pas. Cette pratique m'a dépassé. Je sais pratique. Elle a recommencé. Fort. J'ai dit que bon, entre-temps alors, je ne sais plus comment je vais faire. J'ai appris que le monsieur me tape matin, midi, soir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc je vais risquer ma vie pour un homme. Elle n'est pas là pour vivre avec l'homme, mais elle est juste là pour manger l'argent de l'homme, puisqu'elle est là. Chaque fin du mois, le monsieur, quand il reçoit le salaire, il envoie l'argent à cette femme. J'ai constaté qu'un bon soir, quand je me suis levée et allée, puisque pour vous dire, quand j'ai conçu ma fille et j'ai accouché ma fille, je m'excuse, quand j'ai conçu ma fille, j'ai fait, et j'ai accouché ma fille, quand elle est revenue au village me chercher, j'ai fait un temps, on a fait peut-être 1 an, 3 mois, sans que lui et moi ne partage le lit conjugal. Vous comprenez un peu, non? Sans que lui et moi, on ne partage le lit conjugal pendant 1 an, 3 mois. Après ça, après la naissance de mon fils, mon mari a séparé le lit conjugal après 7 mois. On a fait presque 7 mois dans une même maison. Mon mari et moi, nous ne partageons pas le même lit. Et dit que donc c'est la même chose. Je me suis décalée. Comme je vous le parle en ce moment, DMG, je suis chez ma grand-mère aujourd'hui. Ce que je vais dire aux filles pour sensibiliser les filles, n'épousez jamais les hommes sans les connaître. N'épousez jamais les hommes sans les connaître, pour vous dire la vérité. Faites très attention, le dehors est mauvais. Il y a des filles, cette fille n'a aucun lien de sang avec mon mari, n'a aucun lien. Elle était juste la copine de mon mari. Actuellement, je suis chez nous. Mon mari est à l'extrême nord. Pour vous dire la vérité, mon mari et moi, nous sommes au tribunal. Tout ça à cause de cette fille. Pendant 6 ans, elle a contrôlé mon foyer. Pour vous dire les filles. Faites très très attention. Des hommes que vous voyez là, cherchez très bien si ils sont vos partenaires. Cherchez très bien si vous êtes faits l'un et l'autre. Pour vous assurer, ma soeur, le deuil est mauvais. Il y a des filles, bon, quand tu rencontres un homme, il a eu à faire une vie. Cherchez à savoir, parce que moi où je suis, j'en souffre tellement. Petite fille de mon âge, jeune de mon âge, pour vous assurer les filles, faites très attention. Le deuil est mauvais. Une seule femme a pourri du début jusqu'à, je ne sais pas si c'est la fin de mon foyer. Pour vous dire la vérité, les filles, faites très attention. Faites très attention aux hommes que vous rencontrez dehors. C'est ce que j'ai à dire pour sensibiliser les filles. On ne trouve pas un homme du jour au lendemain. On trouve un homme dans la prière. Quand on trouve un homme, on se met dans la prière. On demande à Dieu si cet homme est vraiment pour nous. Si cet homme est vraiment fait pour nous.
Si cet homme n'a pas été piégé, si cet homme n'est pas tombé dans les radins où le mien est tombé, j'en souffre tellement. Mes enfants sont à l'extrême nord. Mon mari et moi a confisqué mes enfants. Et moi, je suis à l'ouest, chez mes parents. Ça fait 6 mois, je ne connais pas comment se portent mes enfants. Tout ça à cause d'une seule femme qui a décidé de pourrir la vie d'un homme. Qui a décidé de pourrir la vie d'un seul homme. J'espère que vous avez compris, mes soeurs. Faites très attention des gens que vous rencontrez. C'est le conseil que je vais donner aux filles, à mes amis, mes classes et autres. Merci bien, DMG. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Dites ce que vous voulez en commentaire. Sachez que tous ceux qui racontent les histoires là, ils lisent les commentaires. Donc si vous avez un message à passer à un intervenant, faites-le en commentaire. Merci beaucoup pour la force que vous donnez, pour les motivations, pour les messages inbox, pour les commentaires, les likes, les partages, les abonnements. Merci à tous ceux qui viennent aussi pour proposer. Voilà DMG, j'aimerais te soutenir parce que ce que tu fais est vraiment important avec les OM, les Mobile Money, les Western Union, les RIA. Merci beaucoup, ça donne beaucoup de force. Avec ça, on permet de arranger ici, arranger ça, éclairage un peu. Vous voyez comment l'atmosphère change. On essaie de faire un truc professionnel. Donc, merci beaucoup à vous tous. On se reprend demain 12h pour une nouvelle vidéo.